tous et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Arven Show, premier épisode officiel après 3-4 épisodes pilotes que vous n'entendrez jamais mais qui ont été plus que pratiques. Je me présente, je suis Ace Corven et je vais vous accompagner tout au long de ces podcasts. On va vous parler de catch et exclusivement de catch. De catch américain, de catch français, de catch japonais, de catch mexicain parfois. Mais je ne suis pas seul pour vous accompagner car je suis accompagné de Aries. Comment vas-tu ? Ça va. Toujours les allergies qui me tabassent le nez, mais sinon tout va bien. Voilà. Pour ça, pour connaître cette folle histoire des allergies, il faut suivre les podcasts oubliés, on va dire. Mais voilà, on commence ce premier épisode avec un état général de la WWE. Pour vous faire un topo aujourd'hui, on va parler de l'état général de la WWE, puis on va aborder la deuxième séquence, la séquence qu'on appelle Sun Tzu. On va parler de ce cher Karrion Kross, qui est très peu respecté depuis son retour à WWE. Globalement, oui. Et on terminera cette émission avec le main event. On va parler de la draft qui aura lieu le 1er mai, donc dans un peu moins d'une semaine et demie. 1er mai, la draft, et donc on parlera de ce que ça va changer, ce que ça va pouvoir apporter, toutes les cartes qui vont être battues, et ça va être très intéressant. Je te propose de commencer avec un sujet qui est très important en ce moment, parce que la WWE est dans une situation un petit peu compliquée entre le rachat par l'UFC, donc Endeavor, le retour de Vince McMahon, plus ou moins aux commandes, officieusement aux commandes, on va dire, Triple H qui a peut-être pas toute la liberté créative qu'on pourrait lui permettre, et plein de superstars qui sont insatisfaites de leur situation actuelle. L'état général de la WWE est plutôt négatif. C'est dommage parce qu'en plus on était sur une période plutôt faste pour la WWE là. On était bien, hein, mais ouais. Là, ça y est, depuis le retour de Vince McMahon, même s'il n'est pas officiellement aux commandes... enfin, quoique, il est peut-être devenu officiellement aux commandes de tout le côté créatif. Je crois qu'il est pré-CEO, enfin, il n'est pas CEO, mais c'est, on va dire qu'il a un petit peu fait le tour, qu'il a un petit peu trouvé le moyen d'arnaquer tout le monde, on va dire. Disons que là, depuis WrestleMania, enfin, depuis la fin de WrestleMania, d'après ce que j'ai compris, il a tendance à pas mal mettre son nez... dans les shows live de plus en plus, quoi. Et dans des segments, dit qu'il ne ferait pas, bien sûr. De faire des changements, etc. Ouais, voilà. C'est malheureux. C'est malheureux, et tout ça apporte du coup plein de problèmes. On l'a ressenti même un peu avant WrestleMania, plein de storylines qui étaient pas faux folles, alors qu'on sortait vraiment comme tu dis, d'un moment très très fast. Qui était super, qui nous amenait des storylines assez folles. Là, depuis le dernier Raw, on dirait que Triple H a réussi à reprendre un petit peu le contrôle créatif, notamment en proposant des matchs dont moi personnellement je m'y attendais pas. Il y a eu un Seth Rollins contre le Miz avec un Miz qui a été dominant et résistant. Donc c'est pas Vince McMahon qui aurait fait ça. Et surtout, il y a eu un croisement des programmes entre la Bloodline et le Judgment Day. Ce qui est, si j'ai bien compris, plus la patte Triple H, plus la patte NXT, tu vois. Mais je trouve ça super intéressant de vraiment mettre en avant les factions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des factions et des factions dominantes qui veulent... Et les deux factions les plus dominantes de la WWE actuellement. Et qui veulent le contrôle, en fait, du show. Enfin, on met en avant ce côté faction autre que juste coucou, j'interviens dans ton match. Mm-hmm. Et ça peut amener directement, tu vois, c'est presque comme s'ils construisaient déjà quelque chose pour le Survivor Series. Ouais, mais je pense qu'on se dirige clairement vers ça. J'espère, en tout cas. Oui. Alors bon, c'est sûr que dernièrement, le Judgment Day paraît beaucoup plus faible que la Bloodline, pour raison de catcheur et pour raison de ratio victoire-défaite, voilà. C'est vrai que là, WrestleMania, ça leur a fait un peu mal. Voilà, et puis même, est-ce que tu as vu le dernier Raw ? Pas en entier, pas encore. Bon, je vais éviter de se le spoiler alors. J'ai vu que Solo Sikoa avait dominé Rey Mysterio, après j'ai pas vu... Voilà, je vais pas le spoiler, mais on va dire que le Judgment Day... Il a pas fait sa part du contrat. Galère, voilà, c'est ça, c'est le Judgment Day n'est pas respecté, et... n'est pas respecté. On attend de voir la suite, parce que, bon, Rhea Ripley est quand même championne, oui. Et Dominic Mysterio, voilà, toujours là, Finn Balor qui est toujours un putain de guerrier, et Damian Priest qui livre des matchs assez exceptionnels à chaque fois.
Mais là, on se détourne un peu beaucoup du sujet. On a eu cette patte Triple H lors de ce Raw-là, en espérant que ça puisse continuer pour les prochains shows. Mais le fait est là, beaucoup de superstars, des superstars féminines et des grosses superstars masculines également. On pense à Drew McIntyre, rapidement à Seth Rollins, même si c'est pas encore très clair. Et pour ce qui est des superstars féminines, alors Becky Lynch, mais tu m'as dit que c'était peut-être un work. Ouais, apparemment, elle a blacked out son Twitter, elle est retournée à son nom. Rebecca Quinn, oui. Ouais, voilà. Ouais, donc apparemment, effectivement, ce serait un work. Mais à côté, voilà, certaines personnes, ce n'est pas un work, notamment Bayley, qui n'est pas un work. Et après, je crois, je ne sais plus les noms qu'on a. Mais en tout cas, voilà, des retours qu'on a, il y a eu beaucoup d'insatisfaction. Les grosses têtes ont fait savoir qu'elles étaient pas contentes, donc notamment Seth Rollins et surtout Drew McIntyre en faisant comme a fait Becky Lynch, en retirant les mentions WWE, Image Noire, etc. Sachant que pour Becky Lynch et Drew McIntyre, leur contrat arrive à terme dans moins d'un an. Et surtout, voilà, il y a les rumeurs qui courent, c'est parce que apparemment McIntyre a no-show à SmackDown. Mm-hmm. Et on dit que son contrat se termine en juillet et qu'en septembre, la EW tient un show à Londres. Donc forcément, ça fait cogiter un peu tout le monde en se disant, tiens... Ah, ça fait cogiter. Je verrais bien plus Drew McIntyre à la ROH que la EW, honnêtement. Alors moi, je verrais pas Drew McIntyre ailleurs qu'à la WWE. Je trouve très clairement pareil. Mais s'il doit partir, tu vois... correspond parfaitement à WWE, quoi. C'est juste que c'est peut-être pas le moment pour lui tout de suite. Après, dans une carrière, t'as toujours des hauts et des bas. C'est pas comme si McIntyre avait été ultra maltraité jusque-là depuis son retour, hein. Oui, c'est sûr. Donc bon, on est peut-être juste dans un ventre mou, tu vois, mais le temps que ça revienne... Après, voilà, pour McIntyre, je vois que le ventre mou dure depuis quand même pas mal de temps, même s'il a eu ce petit moment avec Sheamus qui était très sympa et divertissant, et que ça l'a un peu mis en avant. Ça a surtout mis en avant Gunther, mais pour le mec qui a tenu la barre pendant la période du confinement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas, il a pas reçu autant qu'il pourrait, tu vois. C'est ça qui me désole un petit peu pour lui, et je comprends son avis. Après, le truc, c'est que, regarde, tu vois, Clash at the Castle, franchement, c'était un super moment, même s'il a pas gagné le titre, c'était un super moment, tu vois, c'était un super show. Là, à WrestleMania, il était sur la carte, dans un triple threat set, mais sur la carte, pour un match pour le titre. En plus, match 5 étoiles, en plus. Ouais, ils se sont tirés un 5 étoiles en plus sur le match, tu vois, enfin, bon. Il y a pire, tu vois. Il est pas non plus traité comme un Johnny Gargano, tu vois, ou d'autres qui sont traités vraiment de la pire des manières. C'est vrai qu'il a pas eu le traitement Roman Reigns quand il est revenu de la leucémie, donc avec des programmes avec Baron Corbin et se faire disrespect complet. C'est pas non plus un Elias, c'est pas un Finn Balor qui perd contre Edge. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas comme si non plus il était traité en jobber actuellement, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'avec toute la puissance qui émane de Drew McIntyre et tout ce charisme qu'il a, c'est vrai que c'est assez étonnant de le voir aussi longtemps dans de la mid-card. Donc après c'est très bien parce que ça a quand même réussi à mettre en avant Sheamus, qui quand même depuis pas mal d'années méritait aussi d'être poussé en avant, et il a bien prouvé qu'il le méritait. Mais maintenant, c'est vrai que je pense qu'il serait temps, bon, s'il part, bien sûr, ça ne se fera pas, mais il serait temps de donner à Drew McIntyre soit un turn, pour vraiment relancer son personnage et faire quelque chose de vraiment fou, et même pouvoir aller chercher Roman Reigns, parce qu'un Drew McIntyre en heel qui a pas de limite et qui arrête d'être déconneur, ça peut clairement aller chercher un Roman Reigns. Oui, bien sûr. Ou bien ils vont le laisser, ou bien aller chercher un autre titre, mais Drew McIntyre, il faut quand même dire que le titre suprême lui va comme un gant, quoi. Après, tu vois, moi, il y a deux façons de le voir, je pense. C'est, est-ce que la mid-card dessert Drew McIntyre, ou est-ce que Drew McIntyre rehausse la mid-card? Tu vois ce que je veux dire? La mid-card, surtout qu'en ce moment, tu vois, tu regardes la mid-card, t'as quand même des mecs qui n'ont pas le physique de Drew McIntyre, mais qui sont quand même excellents. C'est ça, une des plus grosses factions, du coup, le Judgment Day, la deuxième plus grosse faction de la WWE, à part Rhea Ripley, tous ces autres membres, pour le moment, c'est de la mid-card. C'est ça que je veux dire, c'est que
est-ce que là, on cherche à, je vais pas dire à punir, mais si, je vais le dire quand même parce que j'ai pas d'autres mots. On punit pas les mecs en les mettant dans la mid-card. On essaie de faire en sorte d'avoir une mid-card solide. Alors, je suis d'accord, le main event tourne quasi exclusivement autour de Roman Reigns depuis 3 ans. Et je dis quasi exclusivement parce qu'il lui faut bien des adversaires, tu vois. Mais, en soi, est-ce que c'est vraiment un problème d'être dans la mid-card du moment que la mid-card est solide? Oui. Tu vois? Je sais pas s'il y a pas un peu de la part des catcheurs qui aimeraient toujours avoir un statut au-dessus, tu vois, je peux comprendre, hein, t'es dans la compagnie, t'as envie de gagner le titre, t'as envie d'être la top star, etc. Mais, en fait, il en faut pour tout le monde, et malheureusement, tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne personne pour détrôner, c'est pas la bonne personne, trouver la bonne manière de détrôner Roman Reigns, ça retournera pas à ce niveau-là. Oui. Par contre, être dans la mid-card, faire du solide, comme c'est fait actuellement, pour moi, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on se disait, oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais aussi à propos de Ronda Rousey, qui veut toujours être tout en haut et dans le main event quasiment, tu vois. Ah, tu peux pas. Mais tu peux pas. Le catch, c'est un univers où tu ne peux pas tout le temps être au top. Et il faut se baisser. Et dont le meilleur exemple actuellement, c'est Seth Rollins aussi. Ouais, voilà. Et en plus, c'est, je pense que l'erreur de la WWE, je pense pas que il fasse une erreur en faisant un Roman Reigns, enfin en donnant à Roman Reigns comment ça s'appelle, le run de champion qu'il a. Parce que pour moi c'est une bonne chose d'avoir en fait un très long champion. Je pense que le problème c'est qu'actuellement ils n'ont que des longs champions. Bianca Belair, Gunther, Roman Reigns, le seul titre qui change à peu près de main c'est le titre intercontinental, et du coup ça a permis de mettre en avant des Bobby Lashley, Austin Theory et Seth Rollins pour les 3 derniers. Des États-Unis. Pardon, oui, des États-Unis, intercontinental okay. C'est Gunther. Mais du coup, ouais, là, le fait que Gunther ait le titre depuis si longtemps, même s'il a un règne de ouf, et qui crédibilise vraiment ce titre qui avait pas été crédibilisé depuis très longtemps. Depuis un long moment. Là, effectivement, le titre est crédibilisé de la bonne manière, parce que, Gunther, il a un règne de fou. Mais ce règne de fou fait que on peut pas mettre en avant d'autres catcheurs. Alors, si tu peux pas mettre en avant des catcheurs dans le main event, que tu peux pas les mettre en avant pour le titre intercontinental, forcément, il y en a beaucoup qui doivent se sentir un peu mis sur le côté. Donc il faut qu'il y ait au moins un titre qui change de main à un moment ou à un autre. Je pense que là, le problème vient plus de la situation actuelle avec les titres et le fait de vouloir donner des règnes super longs que du fait d'être maltraité, tu vois. De ce fait, l'état de la WWE reste quand même assez spécial. Il va falloir voir comment ça va évoluer. Notamment du côté féminin où je pense lors du prochain podcast on se penchera un petit peu plus sur l'état du roster féminin, juste pour vous rappeler que sur tous les matchs féminins à WrestleMania, il n'y en avait aucun qui était bien construit, historiquement parlant, aucun n'était bien construit. Donc ça mérite un sujet un petit peu plus développé là-dessus qu'on traitera à la prochaine émission. Ouais. Je te propose de passer à la prochaine séquence, la séquence du Sum, la séquence Sun Tzu, et je te laisse l'honneur de l'introduire. Et oui, on a décidé d'appeler cette séquence la séquence Sun Tzu, qui est l'un de mes pseudos, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement semé. J'ai le seum en moi comme jamais. On a décidé de m'appeler Sun Tzu parce que, voilà, quand je m'énerve, j'ai écrit l'art du seum, et je le maîtrise à la perfection. Et là, effectivement, j'ai envie, pour cette séquence de seum, de parler de Karrion Kross. Il est tellement loin dans le seum qu'il a compris l'art du seum. Ouais, non mais vraiment, non mais... Tu ne peux que comprendre le seum quand tu incarnes le seum, en soi. Je suis le seum, actuellement. Et c'est sûr que depuis le retour de Karrion Kross, Karrion Kross doit pas être loin de comprendre l'art du seum également. Non, mais c'est un co-auteur de l'art du seum, hein, vraiment. En fait, c'est... Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de Karrion Kross. Mais pour moi, Karrion Kross, en fait, alors du coup, on l'avait dit dans les autres podcasts, mais forcément, si vous les entendez pas, vous pouvez pas savoir, mais... Que ce soit Corben et moi, on s'entraîne à catcher, d'accord ? Lui, il fait des shows, moi, c'est pas mon truc. Donc moi, je préfère rester de mon côté et m'entraîner, mais... Karrion Kross, comment dire, il incarne en fait ce que j'apprécie comme style de catch, que j'apprécie faire. C'est-à-dire un catch qui tape dur, qui strike énormément, un catch... La violence. Oui, la violence, voilà. Un catch qui se veut malgré tout technique,
parce qu'il est capable d'enchaîner les soumissions, les transitions, etc. C'est un pratique comme le Jiu-Jitsu qui est pas dégueulasse en plus, Karrion Kross. Donc voilà, un catch qui se veut violent, tout en frappe, tout en technique, en soumission, et qui pourtant arrive à dégager une aura, un charisme qui va te faire croire en un personnage, mais qui va vraiment t'y faire croire, même si ce personnage est un peu éloigné de la réalité. Dans le sens où, voilà, tout son côté Judgment Day, TikTok, machin, les cavaliers de l'apocalypse, tout ça. Alors TikTok, c'est pas le réseau social. Pas le réseau social. Le bruit de la montre. Pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui écoutent, le bruit de la montre. Le bruit de la fin, les sabliers, tout ça. Et toute une iconographie autour de Karrion Kross et de son personnage, ultra poussée, ultra développée et très intéressante. Oui. Et de sa femme en plus qui participe à Scarlett Bordeaux. Voilà, qui participe à épaissir en fait voilà. tout son univers. Sans Scarlett Bordeaux, il n'y aurait pas de Karrion Kross comme on le connaît aujourd'hui. Et qui, je trouve, est particulièrement bien utilisé. Était particulièrement bien utilisé pour ça, c'est-à-dire que c'était pas le manager type ah là là, je reste à côté du ring et je fais des diversions pendant les matchs. Non, c'est elle qui va aller voir les potentiels adversaires de Karrion Kross en leur donnant à qui une carte, à qui un sablier, voilà, pour les prévenir de l'arrivée de Kross. Ce qu'elle a fait là avec Nakamura, avec la carte, etc. Enfin, bon. Voilà, c'est une messagère. Voilà, c'est toute l'imagerie qu'il y a autour, c'est super bien mis en place. Mais, depuis le premier call-up dans le roster principal, c'est éclaté comme pas permis. Et pourtant, vraiment, à NXT, ça marchait. Et ça va être un petit peu comment dire, la phrase que je vais répéter tout le temps, hein, pour tous ceux qui étaient à NXT et qui montent dans le roster principal, c'est dommage parce qu'à NXT ça marchait et ça marche pas dans le roster principal. En fait, pour vous faire un petit topo, quand Kross est arrivé, a fait sa transition de NXT au roster principal, vous vous souvenez quand vous parlez de Scarlett Bordeaux, donc sa femme, eh ben il est arrivé sans Scarlett Bordeaux, avec une tenue de gladiateur qui a beaucoup été moquée parce que ça ressemblait à une tenue SM. Et du coup, en fait, on a eu un Karrion Kross. Entre le Karrion Kross NXT et le Karrion Kross du roster principal, ce n'était clairement pas le même personnage et ce n'était clairement pas la même personne au final. Et toute l'aura de Karrion Kross a disparu quand il est rentré dans le roster principal. Alors que à NXT, comme tu dis, le mec était un tueur en série, littéralement. Il a affronté des mecs alors énormes dans les deux sens du terme. Je pense à Keith Lee, où ça a été un super match et où justement ce que vous a dit Aries en termes de technique, de violence, etc. Si vous voulez voir un match de Kross, regardez le match contre Keith Lee pour le titre. Je crois que Kross se blesse en plus. Je crois que c'est. Il se blesse sur une superplex, je crois, ou sur une souplesse, je sais plus, mais il se démet l'épaule ou la. Mais il finit le match, hein. Il finit le match et il le gagne. Il finit le match, il le gagne et justement il est obligé. Contre un mec de plus de 130, 140 kilos peut-être. Très impressionnant aussi, Keith Lee. Mais voilà, il avait à NXT une aura incroyable. Et dès qu'il est arrivé dans le roster principal pour la première fois, tout a disparu. Pas à cause de lui, mais à cause de mauvaises décisions créatives. Comme souvent, hein. Oui. Comme souvent. Et justement, même après son départ, enfin, et son retour, quand il est arrivé en attaquant Drew McIntyre. Avec des cheveux, en plus. Ah oui, avec des cheveux. Tu vois, là, j'allais partir en cacahuète. J'allais dire, contrairement à John Cena, il a des cheveux. Et... Voilà, c'est placé. Non, mais ouais, et il y avait ce retour de charisme, etc. La confrontation qu'il a eue avec Roman Reigns, le TikTok, machin, voilà, Roman Reigns pas impressionné, tout, mais il y avait quelque chose. Même la confrontation qu'il a eue des semaines plus tard avec les Usos, quand les Usos viennent lui dire, ouais, c'est toi qui as fait ci, je sais plus de quoi il s'agit. Donc il dit, non, moi le jour où je viens chercher Roman, c'est en face à face et vous serez au courant. Voilà, là ça déborde de charisme, là c'est le Karrion Kross qu'on a envie de voir. Et malheureusement, et c'est bien le problème, Karrion Kross, il est charismatique, hein, mais il n'y a rien qui se retranscrit dans le ring depuis... Alors j'allais dire depuis le roster principal, mais si je suis honnête avec moi-même, il n'y a rien qui se retranscrit dans le ring depuis un moment. Ouais. Parce que un des matchs que j'aime beaucoup regarder à nouveau avec Karrion Kross, c'est le Fatal 5-Way à NXT, contre Gargano, Adam Cole
Kyle O'Reilly, Pete Dunne et Karrion Kross, qui est champion. Donc vraiment quasiment le meilleur de NXT à ce moment-là. Ouais. Et peut-être que je regarde pas le match pour Karrion Kross. Il a des séquences incroyables, hein. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le ring, mais je peux pas m'empêcher de dire que il a toned down son style depuis qu'il a la WWE, précisément parce que parce qu'il est à la WWE, Karrion Kross, que ce soit dans les Indies, à Impact, etc. Il avait un style extrêmement violent que j'apprécie, hein, mais forcément c'est un style que peut-être la WWE ne veut pas ou ne peut pas mettre en... ne peut pas plus à cause des... Vous voyez bien que dès qu'il y a des petites gouttes de sang, l'image passe en noir et blanc sur Facebook ou quoi. Et quand ça commence à saigner, ça saigne très rarement à la WWE et pour les raisons télévisuelles justement. Ouais. Fait que si ça saigne, les contrats télévisuels, ils vont être coupés. Ouais, mais parce que voilà, moi je repense à ce moment où t'as Killer Kross à l'époque qui met ce parpaing de ciment sur la tête de Trevor Lee, actuellement Cameron Grimes. Et qui lui éclate sur la tête, ça c'était incroyable. Et si vous voulez avoir un bref aperçu du style de Karrion Kross pré-WWE, il y a une vidéo sur YouTube, alors l'auteur c'est IQ Wrestler, donc IQ Wrestler, qui s'appelle Killer Kross The Electrician. Donc The Electrician c'est le nom de la musique, c'est par les Walken Brothers, je sais plus, bref on s'en fout. Où c'est un montage vidéo des meilleurs moments en fait de Karrion Kross avant son entrée à la WWE, et vraiment là vous allez voir que le mec a un style qui paraît absolument pas safe, mais qui est incroyable. Mais c'est ce qui le démarquait, et c'est ça voilà, qui est bien. C'est ça. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et pourtant, il y a des bons matchs avec Karrion Kross à la WWE que je peux vous recommander de regarder. Notamment donc le match contre Keith Lee, on en a parlé. Bon, je vais pas donner son match contre Ciampa parce que c'était plus un squash qu'autre chose. C'était vraiment pour établir le personnage. Mais t'as le combat contre Santos Escobar, qui est vraiment incroyable. Le combat contre Finn Balor aussi, qui est fou. Et alors là, je suis certainement pas objectif, mais son combat contre Samoa Joe. Mais là, on met deux de mes catcheurs préférés au milieu du ring. Même si le match est éclaté, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Oui, mais en plus, il faut se dire qu'en plus, du coup, c'est un match avec un Karrion Kross diminué, dans le sens où, comme tu dis, il a dû calmer son jeu dû à la WWE. Tu mettrais un Samoa Joe, qui est actuellement à la ROH, contre le Killer Kross, donc pas Karrion Kross, Killer Kross, ça peut donner des choses, mais folles. Ce serait certainement pas la même chose, c'est sûr. Mais justement, voilà, et pareillement, tu vois, je pense que pour son deuxième retour, la première personne qu'il a attaqué, c'était Drew McIntyre. Là aussi, je trouve que c'était une mauvaise idée. Alors en plus, Triple H venait de prendre du coup le contrôle, d'où le retour de Karrion Kross et de plein de catcheurs NXT qui ont été licenciés avant. C'était pas une bonne idée parce que Drew McIntyre était difficilement prenable déjà. Oh oui. Et je sais même plus pour quelle raison à cette époque, mais je sais qu'il était déjà dans un run où déjà c'était dur de le mettre contre lui, et où en plus c'était une situation où Drew McIntyre devait gagner pour se faire respecter ou pour remonter dans la carte, mais c'était aussi une situation où Karrion Kross, qui venait de faire ce retour, devait gagner. Et du coup là, dans ce cas-là, on a eu deux perdants, et ça n'a aidé ni l'un ni l'autre au final. Ouais, et malheureusement, ça m'embête de dire ça, mais la raison là pour laquelle Karrion Kross est complètement décrédibilisé, c'est sa femme. Autant elle est bien utilisée en dehors des situations de ring, autant dans le ring, systématiquement, elle lui sauve la mise, alors qu'il se fait complètement goumer par ses adversaires, en long, en large, en travers. Et du coup, le mec, non, oui, non. Et du coup, il perd en crédibilité dans le ring, c'est incroyable. La rivalité qu'il y avait contre Rey Mysterio, tu prends tous les segments backstage, c'est stylé. D'accord ? Il a un peu une vibe dans le sabre quand il arrive là dans la trainer's room, alors que Rey Mysterio est blessé à la cheville. Il lui raconte son histoire du cheval blessé, machin, nana, enfin c'est incroyable de charisme ce qu'il fait. Elle retranscrit ça dans le ring, il se fait péter par Rey Mysterio. Mais sans swag, sans saveur, le gars, le match manque de calcium, c'est fou. Il y a rien qui sort de ce truc-là. Tu vois, on a tout dans les backstage et on n'a plus rien dans le match. Exactement. C'est vraiment...
Tu vois le moment où tu manges ton fromage blanc et tu le sucres? Tu vois? Où t'as mis tout le sucre en haut, et t'arrives à la fin de ton fromage blanc, il y a plus rien, et tu te tapes le fromage blanc sans saveur. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout qui est bien au début, et à l'exécution même du match, c'est éclaté. Alors que t'as Karrion Kross et Rey Mysterio dans le match, et il y a quelque chose qui va pas. Alors autant on pouvait se dire, bah, c'est une question d'alchimie, peut-être ça passera avec les autres. Non! C'était pareil avec Drew McIntyre. Le strap match était nul. Le match en cage était nul. Il y avait rien à retenir. La boule de feu était pas nécessaire non plus. Non, la boule de feu était vraiment pas nécessaire. Et en fait, je prie, comme pas permis, pour que cette rivalité contre Shinsuke Nakamura donne quelque chose. Alors voilà, justement, je voulais y venir, la rivalité contre Shinsuke Nakamura qui va être officialisée, et qui a été même officialisée grâce à Scarlett Bordeaux qui a fait cette vidéo comme tu as dit. Là, pareillement, tu vois, j'ai peur de ce que ça va amener parce que on est dans une situation un peu comme on était avec Drew McIntyre. Exactement. C'est-à-dire que Nakamura vient de faire son retour, il a battu Rick Boogs, Matt Catmos. Oui, c'est pas du tout le même personnage. Donc autant dire, bon, ça aurait été Rick Boogs, ça aurait été pareil, oui, autant dire que ça n'a pas d'importance. Là, si Nakamura gagne, Nakamura a besoin de gagner pour se crédibiliser, et Kross a besoin de gagner pour se crédibiliser aussi. Alors, à moins que ça finisse en équipe, et ça pourrait donner un bon truc, même si je suis pas fan des strikes de Nakamura, à moins que ça finisse en équipe, personne ne sortira gagnant de cette confrontation, quoi. Comment tu veux que ça puisse finir en équipe? Il y a aucune chance. Mais oui, c'est pour ça. Mais en fait, je pense très sincèrement qu'ils vont sacrifier Kross sur l'autel de Nakamura. Tout simplement. Et ça me fait chier. C'est possible. Et ça me fait chier. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Malheureusement. Et en plus, la construction de la rivalité, elle va se faire essentiellement sur Karrion Kross, parce que ça m'étonnerait que depuis son départ, Nakamura, il ait appris l'anglais. Hein. C'est sûr. Là, et puis en plus Nakamura, tu vois, je l'ai vu revenir, je me suis dit, ah, peut-être changement de personnage. Pas du tout. Peut-être un nouveau physique sous le manteau et tout. Pas du tout. Le même, un peu plus gros. Et je sais pas toi, mais j'ai toujours eu des problèmes avec les strikes de Nakamura. J'ai toujours trouvé ces strikes mous. Ah ouais? Alors que c'est le roi du... Ouais, vraiment, hein. Je sais pas. Je sais pas. Toujours un petit côté Luffy, tu vois. J'ai l'impression que c'est du caoutchouc qui frappe. Après, moi, Nakamura, malheureusement, je n'ai en tête que son match contre Sami Zayn, donc c'est vraiment le match où il a striké fort. Oui. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai vu son match contre, du coup, Matt Catmos, et aussi son match contre Gunther était très très bien. Mais là, son match retour contre Matt Catmos, je suis désolé, mais les strikes de Nakamura, j'ai jamais été très fan, je les ai jamais trouvés impactants, et vraiment, j'ai l'impression de voir un mec... Alors, en plus, Nakamura est un mec extrêmement souple, il suffit de regarder son entrée pour le voir. Bien sûr. Mais vraiment, j'ai l'impression de voir un mec mou ou en caoutchouc frapper quelqu'un. Et je trouve que ça manque d'impact. Donc, s'ils nous mettent... Si ça se trouve, ils vont nous faire un gros... ça peut être un super match, Nakamura contre Kross. Ils peuvent nous faire un truc Jujitsu, ça va être fou, quoi. Mais ça va n'aider personne dans cette histoire. Non. Où ils vont, comme tu dis, sacrifier Kross à l'hôtel de Nakamura, ou inversement. Bah, je préférais que ce soit inversement. Oui, moi aussi. Très honnêtement, oui aussi. Je préférais que ce soit inversement parce que, bah, en l'occurrence, Nakamura est bon dans le ring, je veux dire, c'est indéniable, mais c'est pas sur lui que je miserais pour un gros run de champion, tu vois. Oui, non, mais clairement pas. Ça peut être, et c'est triste à dire, hein, mais ça peut être un très bon champion de mid-card, Nakamura, mais il peut pas porter un titre majeur. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Contrairement à ce que je disais sur Asuka, qui est japonaise, et on en parlait lors du podcast. Ouais, voilà, je ne verrai pas. Toi, tu voyais la difficulté au fait qu'elle puisse vraiment tenir un règne de championne parce que justement, elle ne parle pas anglais et sa gimmick se tient juste sur êtes-vous prête pour Asuka? Moi, je pense que c'était possible qu'elle tienne un run rien qu'avec le charisme et son nouveau personnage. Mais Nakamura, c'est pas possible. Il y a d'ailleurs Asuka aussi qui va peut-être quitter la WWE. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Mais Nakamura, et je suis clairement pas dans cette optique de les champions doivent être grands, musclés, machin. Voilà. Pas du tout. Adam Cole a été un super champion NXT, par exemple.
Et il y a plein de catcheurs qui ont pas le physique de Roman Reigns ou de Drew McIntyre que je verrais bien en champion de la WWE. Bien sûr. Mais Nakamura, c'est pas le cas. Nakamura, c'est pas, je trouve que c'est un mec qui manque un peu de charisme parce qu'il est trop, je trouve qu'il est trop dans la folie, tu vois. Mais dans la folie, beaucoup trop exagéré, beaucoup trop, je fais des gestes pour rien. Et même si son catch technique est très très bien, je trouve que ça manque vraiment d'impact. En fait, au même titre que... Comment ça s'appelle ? Au même titre que Cross, pour le coup, Nakamura, il a perdu son aura quand il est arrivé dans le roster principal. Oui, exactement. Et du coup... Et en fait, pourquoi ? Parce que à NXT, c'est un petit public. Voilà. C'est un petit public, donc du coup, ce genre d'aura là, ça prend plus facilement en fait sur. Et quasiment toujours le même public, comme tu dis. Oui, c'est toujours le public qui est toujours au même endroit, donc forcément. Donc là, voilà, à passer. Et c'est pas rare que des superstars de NXT qui passent dans le roster principal, le public du roster principal ne le connaissent pas parce que NXT a beau être le meilleur show de la WWE, et ça, je le maintiens. Le public ne s'intéresse pas plus que ça à NXT. Non, malheureusement. D'ailleurs, voilà, faut voir que la principale guerre qu'il y a entre l'AEW et la WWE, c'est avec les NXT. Sinon, ils se font manger par les shows principaux. Ah ouais? Ah bah oui, t'as SmackDown SmackDown ou Raw, je crois que Raw, ils font 1 700 000 à peu près. SmackDown, plus de 2 millions. Et l'AEW, ça fait un bon moment qu'ils sont à entre 900 000 et qu'ils n'ont pas dépassé le million depuis longtemps, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que la principale guerre se fait en vérité au niveau audience, en tout cas, entre NXT et l'AEW. Ouais, du coup, Mais bon, voilà, l'AEW a plus une forme de NXT dans son public, quoi. Ils font pas des stades aussi énormes. Mais bon, on parlera de l'AEW dans un prochain podcast. Oui. Parce que sinon, voilà, on va continuer à diverger. Je te propose de passer au dernier sujet, le main event, la draft qui aura lieu le 1er mai. Que penses-tu de cette draft ? Est-ce que tu as des idées déjà, des fantasy booking peut-être ? Moi, je pense qu'il était temps qu'on ait une draft, déjà. Ça fait plus d'1 an, non, en vrai ? Ouais, même plus, non ? Moi, j'aurais bien dit 2 ans, mais attends. En vrai, vas-y, parle. Je vais vérifier grâce à ma mémoire numérique. À la magie de ta mémoire. Oui, non, moi, je sais pas exactement de quand date la dernière draft, mais il était temps, parce que précisément ce qu'on disait avant, avec des champions qui ont des règnes de plus en plus longs, bah, ils commencent un petit peu à avoir affronté tout le monde, hein, que ce soit Bianca Belair ou Roman Reigns. Et encore, Roman Reigns, merci les 2 titres, il a eu l'occasion d'aller chercher quelques-uns de ses challengers à Raw, mais ouais, on commence un petit peu à avoir fait le tour de qui il pouvait affronter. C'est vraiment pour Bianca Belair, là, à Raw, il n'y a plus personne, donc bon, ça peut être un bon moyen de remettre un petit peu les... comment ça s'appelle ? D'en mettre un petit peu les compteurs à zéro, de créer de nouvelles rivalités qui n'ont pas encore été vues, et surtout d'aller chercher des champions potentiels, en fait. Ah voilà, j'ai la date. Alors, la dernière draft de la WWE a eu lieu en octobre 2021. Ouais, tu vois, ça fait un peu plus d'un an. Hein. Donc oui, ça fait longtemps, et bah, c'est le bon moment, parce que comme on le disait quand on parlait notamment des rivalités avec Reigns, Reigns a mangé à peu près tout le monde, et le problème c'est que Reigns a mangé dans les 2 rosters, mais il faut voir du coup dans la mid-card, le Judgment Day tourne en rond en affrontant Edge et les Mysterio, et Rey Mysterio plutôt, depuis bien 1 an, donc c'est long. Donc au moins avec une draft, ça nous permettrait de vraiment relancer de nouveaux programmes en séparant vraiment les deux, par exemple les 2 clans, tu vois, les deux. Oui, déjà. Donc voilà, ça serait bien. Alors, au dernier Raw, il y a eu un angle entre les Street Profits, Baron Corbin, Akira Tozawa et Rick Boogs et Elias. C'était vraiment Rick Boogs cette fois ? Oui, cette fois-ci, c'était vraiment Rick Boogs. Et en fait, le Baron Corbin a émis l'idée
que lors de la draft, les Street Profits pouvaient être séparés. Ce à quoi, bien sûr, les Street Profits ont répondu ça n'arrivera pas, etc. Ouais, bon. Et j'espère qu'ils ont raison. J'espère aussi, hein. J'espère sincèrement qu'ils ont raison, parce que, oui, s'ils sont séparés, malheureusement, Angelo Dawkins, qui a fait autant de progrès que Montez Ford, va être celui qui va être mis de côté, et Montez Ford va être celui qui va être mis en avant. Ça me fait aucun doute. Et encore, ça fait aucun doute. J'en doute même, parce que Montez Ford, il va être mis en avant dans la mid-card, mais il va peut-être pas aller chercher un titre. Et à quel point est-ce qu'il va être mis en avant? Ouais, c'est un peu le problème. C'est le problème, et bien qu'on sait que Triple H aime beaucoup les Street Profits, aime beaucoup Montez Ford, etc., on a bien vu que depuis le retour de Vince McMahon, et même avant, parce que bon, Triple H, c'est pas non plus le dieu qui a répondu à toutes nos demandes, etc. Bien sûr que non. En vérité, il n'y a pas eu tant de renouveau, il n'y a pas eu tant de nouveaux champions, de nouvelles têtes, voilà, et c'est dommage. Il y a eu des retours, ouais, mais en termes de champions, il n'y a pas eu de nouveauté. À part Gunther. Gunther qui est en fait, j'allais dire la révélation, mais non, parce que les gens qui suivent un petit peu le bonhomme savent de quoi il est capable, mais... Mais pour ceux qui le suivent pas, oui, par contre, ouais, oui, c'est ça a vraiment été un vent de fraîcheur pour la WWE et pour le titre. Karrion Kross, Gunther. Bah moi je dis oui, si les deux sont respectés. Si les deux sont respectés, ouais, bien sûr. Ça serait bon de ouf. Mais après, ça, c'est la phrase que je répète à chaque fois, c'est ouais, si les gens sont respectés, on est chaud. Faut-il que les gens soient respectés? Et ça, c'est le problème. C'est ça. Donc, et puis même peut-être, grâce à cette draft, relancer un peu le roster féminin. J'y crois peu. Honnêtement, j'y crois très très peu, mais ça serait un bon moyen. De toute façon, la draft, en général, c'est toujours synonyme de renouveau, c'est toujours synonyme de relance en termes d'histoire, etc. Là, pour ce qui est du roster féminin, j'aimerais bien que ce soit le cas. Pour ce qui est du roster par équipe, j'aimerais bien que ce soit le cas aussi. Après, en vrai, c'est bien qu'il y ait une draft, mais je ne pense pas que ça va vraiment apporter grand-chose de différent. Je sais pas. Je sais pas. Je me dis que ça peut faire des trucs intéressants. J'aimerais voir cette Rollins-Gunther, par exemple, tu vois. Oui. Ça, ce serait un match-up qui m'intéresserait pas mal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant? En plus, cette Rollins-Gunther serait intéressant parce que ça permettrait peut-être à Gunther de perdre le titre. Oui. Pour se diriger vers le titre de la WWE. Et je dis pas ça pour rien, c'est parce que j'ai vu une interview de Gunther où il disait que à WrestleMania 40, il se voyait à WrestleMania pour le titre de la WWE en tant que champion ou pas pour le titre de WWE. Ouais. Et ça serait bien que ce ne soit pas une prédiction, si vous voyez ce que je veux dire. un champion comme Gunther qui justement sort en fait de cette image de mec bodybuildé, beau, j'allais dire extrêmement charismatique, mais voilà. Un champion comme Gunther qui a beaucoup perdu de poids, mais qui est un mec qui quand même tape fort et qui est super efficace sur le ring, ça serait un vrai changement, ce serait super. On en parlait la dernière fois, c'est actuellement lui qui détient le record de 5 étoiles. En fait, après, je suis en train de capter un truc. Ce qui m'interroge beaucoup sur cette draft, c'est ce que Triple H disait à SmackDown, c'est que tout le monde est concerné par cette draft. Oui. Donc je pense que ça veut aussi dire que NXT est concerné par cette draft. Alors du coup, je te laisse te dire ta phrase typique pour ceux qui montent de NXT au roster principal. Ça sent mauvais, ça pue la merde. Mais et en même temps, j'ai envie d'y croire parce que Gunther, il arrive d'NXT. Oui. Après, tu vois, vu qu'elle vient de perdre le titre, une Roxanne Perez qui monte dans la division féminine, une Zoe Stark qui monte dans la division féminine, ça pourrait relancer un peu les choses. Je pense que Roxanne Perez, c'est encore trop tôt. Mm-hmm. J'ai envie qu'elle continue à prouver des trucs à NXT, même sans avoir le titre. Hein. Mais je pense que c'est important. Zoe Stark, j'aurais aimé l'avoir avec le titre, mais oui, je pense que ce serait un bon moyen de monter. Mais après, voilà, on en parlait tout à l'heure. La division féminine... à part NXT, voilà. Le truc, c'est que à part NXT, c'est bien. Ouais, mais la division... Enfin, pardon, à part NXT, pardon, c'est pas bien. NXT, c'est bien, voilà. j'avais compris.
NXT, c'est très très bien. Ah non, là franchement pour l'instant c'est pas ouf. Mais par exemple, tu vois, un mec là qui aurait le profil pour monter pour la draft, ce serait Tyler Bate. En effet. Bah, Tyler Bate, actuellement, tu le mets contre n'importe qui, il te sort un bon match. Oui. Et Tyler Bate, en plus, a bien roulé sa bosse à NXT UK. Et là, à NXT actuellement, oui, ça serait un bon truc. Mais justement, j'ai peur que pour Tyler Bate, ben justement, ça monte et ça casse parce que justement, il a pas ce physique. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, c'est Tyler Bate. Tu vois là, tu le vois dans le main event, toi? Vraiment. Actuellement, tel que sont les choses, je le vois pas du tout dans le main event. Autant je le vois taper des classiques contre des Finn Balor, tu vois, Pete Dunne pour renouer un petit peu leur, enfin Butch, pardon, pour renouer un peu leur rivalité, même un Tyler Bate, Drew McIntyre, tu vois, ouais, d'accord. Tyler Bate, Bobby Lashley, d'accord. Tyler Bate, Bronson Reed, d'accord. Moi je le vois taper des classiques contre tous ces mecs-là. Mais est-ce que je le vois main eventé pour autant? Non. Mais Tyler Bate fait partie du profil Gargano, on va dire, dans le main roster. C'est... Ouais. Trop petit, trop peu connu du grand public. C'est malheureux. En espérant qu'il perde pas cette aura, parce que même Gargano, quand il est arrivé dans le roster principal, bon, on s'est fait chier, quoi. Hein, Ah bah, on se fait toujours chier. Hein. Oui, c'est ça. Même quand il est revenu à NXT pour affronter Grayson Waller, bon, le match, on s'est fait un peu chier. Alors, je crois qu'il était blessé pendant son match. Mais bon, la storyline, on s'est fait chier. Son charisme a largement diminué. On est plutôt... Peut-être que pour Gargano, ils attendent le retour de Tommaso Ciampa. C'est ce que je me dis aussi, mais bon, est-ce qu'on a envie de revoir encore une fois... s'ils doivent revenir, je veux dire, s'ils doivent être mis ensemble pour le retour de Ciampa, alors que ce soit en équipe. Oui, bien sûr. Personnellement, elle est très bien leur rivalité, mais j'ai pas envie de voir un autre match Gargano-Ciampa. Ah oui, non, mais moi je parlais en équipe, hein, je ne les vois pas, je ne les vois pas se mettre en confrontation. Parce que leur rivalité était déjà classique à NXT et j'aimerais pas que ça reste comme ça. Voilà, c'est bon, ça ne sert à rien de faire une Kevin Owen, Sami Zayn à toujours se battre, à toujours s'affronter. Non, voilà, ça a marché pour eux deux et il faut que ça continue à marcher pour Sami Zayn et Kevin Owens de cette manière-là. On est pas obligé de toute façon, quand ils vont perdre leur titre, ça va repartir là-dessus. Exactement. Là, donc oui, c'est sûr. C'est une certitude. Mais ouais, voilà, à part effectivement, pour faire monter des mecs d'NXT, pour raviver un peu la flamme du roster principal, ouais. Mais après, des changements inter-roster entre Raw et SmackDown, il n'y aurait pas grand-chose d'intéressant, je trouve. Braun Breaker, par exemple, tu vois, je pense qu'ils le feront pas monter parce que justement, il est en train de bâtir son personnage de heel, voilà. Il est en train de se bâtir. Mais à part, comme tu dis, faire monter des gens de NXT, la draft entre Raw et SmackDown ne va pas avoir d'importance fondamentale. Ça va pas changer grand-chose, je le crains. À part cette Rollins à SmackDown, que là, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai envie de voir. J'ai pas vraiment d'autres... Ils vont sûrement swipe Austin Theory et Gunther pour changer comme chaque draft voilà. les titres de place. Mais c'est tout, quoi. Bah après, ouais, tu veux faire quoi? Becky Lynch Rhea Ripley à SmackDown? Ouais. Ok. Bon, après, toi, t'aimes pas Becky Lynch, mais... Oui, non, mais même... Non, mais c'est même que je ne vois pas comment ça pourrait faire un bon match. Parce que vraiment Becky Lynch, je la trouve tellement loin derrière Rhea Ripley, autant en termes de charisme qu'en termes de catch, je vois pas. Et en plus Becky Lynch va être coincée pendant un bon petit moment, surtout s'ils nous font ça s'ils nous font une edge, elle va être coincée un bon petit moment avec Trish Stratus et Lita. Quelle erreur cette rivalité aussi. Ah bah oui, bien sûr, hein. Donc non. Pour conclure sur cette draft, je pense que ça ne va rien amener, que ça va peut-être, comme tu dis, amener des gens de NXT dans le roster principal, mais il faut croiser les doigts pour que, si c'est des bonnes personnes de NXT, ça casse pas la dynamique, quoi, ça casse pas leur hype, voilà. Franchement, et là, dans l'état actuel des choses, je vois pas Cameron Grimes, à la limite. Mais on le voit plus à NXT depuis un sacré moment en plus. C'est pour ça que je dis ça. Vu qu'on ne le voit plus à NXT, je pense qu'il y a moyen qu'on le mette dans la draft pour le ramener par là, quoi. Eh ben écoute, on va espérer que si Cameron Grimes arrive dans le roster principal, il ira to the moon.
Je sais pas. J'ai aucun espoir. Seul le temps nous le dira. Ça conclut ici notre premier épisode du podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que nos propos ne vous ont pas choqué. Attendez qu'on parle de la l'AEW et du roster féminin. Il y aura du sel. Ah oui, là il y aura des raisons d'avoir du sel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis et même réagir à ce qu'on a dit. Réagir sur l'état actuel de la WWE, comment vous pensez que ça va évoluer, si la draft va avoir une réelle importance ou non. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un second épisode. Et d'ici là, continuez à regarder du catch. A plus tout le monde.